Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette table ronde sur l'acceptation des énergies renouvelables en ville. Pourquoi en ville? Parce que 80% des Français y habitent et ce sont des territoires à la fois responsables et victimes du dérèglement climatique. Responsables d'abord car la consommation énergétique des urbains explose par l'utilisation des transports, le chauffage, la climatisation. Mais ces territoires en sont aussi victimes. On le voit avec la multiplication des îlots de chaleur ou encore la problématique majeure de la pollution de l'air. Face à ces défis, toutes les grandes métropoles françaises ont mis la question à leur agenda. Et à l'heure des débats sur la relance du nucléaire ou la construction de grands parcs éoliens offshore, plusieurs villes s'intéressent à la production locale d'énergie bas carbone. Et pourtant, le mouvement tarde à s'installer et le soutien des villes ne suffira pas, celui des habitants sera nécessaire. Pour en discuter, nous recevons 4 intervenants. D'abord, Justine Peulmeul, responsable du pôle animation chez Énergie Partagée, qui fédère les coopératives d'énergie citoyenne en France. À ses côtés, Gilles Wintrebert, coprésident d'Enercitif, un collectif de plus de 300 habitants de Paris et d'Île-de-France, qui développe une énergie renouvelable, locale et gérée par les citoyens. Nous avons aussi M. Bertrand Spindler, maire de La Tronche et conseiller métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole. Enfin, Rana Adib est directrice exécutive du réseau politique international REN21, qui facilite l'échange autour des énergies renouvelables et a récemment publié une étude sur leur mise en place concrète dans les villes. Bonjour. Peut-être peut-on commencer par vous, Madame Adib, pour comprendre de quelles énergies renouvelables on parle et quel est finalement l'intérêt de les développer en ville plutôt que de se contenter d'une production en dehors des centres urbains. Merci beaucoup. Je vais enlever le masque, avec les lunettes, c'est quand même mieux. Effectivement, les énergies renouvelables, quand on parle des énergies renouvelables dans les villes, on parle de toutes les énergies renouvelables qui peuvent être installées localement et qui vont servir à couvrir le besoin en électricité, mais également en chaleur, en froid et même pour les transports. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à mettre au centre parce que c'est une des raisons pour lesquelles les villes ont vraiment un rôle majeur à jouer. On consomme plus de 80% au monde pour l'énergie, dans les bâtiments, dans l'industrie et les transports. Et on voit que ce sont des secteurs dans lesquels les énergies renouvelables ne se développent pas très rapidement. Il y a une autre raison pour laquelle en fait, on parle beaucoup des énergies renouvelables dans les villes, parce que les énergies renouvelables permettent d'atteindre des objectifs et l'agenda urbain en termes de qualité d'air, en termes de mobilisation citoyenne, en termes de réduction de coûts. Et du coup, effectivement, il y a un rôle central en fait, dans les villes. Et on se rend compte, comme vous le mentionniez, à Rent21, on a produit un rapport sur l'état des énergies renouvelables dans les villes, dans le monde. On voit qu'il y a 1300 villes au monde qui ont un objectif énergie renouvelable ou bien un cadre réglementaire qui appuie le développement des ENR. Et ça signifie que 25% de la population urbaine vit en fait dans une ville qui appuie cette transition énergétique. Et du coup, on se rend aussi compte que les villes ont un rôle majeur à jouer et sont souvent pas autour de la table quand il s'agit de définir en fait des stratégies énergétiques nationales. D'ailleurs, on l'a vu à la COP. En fait, c'est quand même plutôt les gouvernements nationaux qui sont autour de la table. Merci. Est-ce qu'il y a aussi des objectifs pédagogiques, peut-être, Justine Peulmeul, au développement des énergies renouvelables en ville? Oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut faire le lien immédiat entre les énergies renouvelables et la consommation d'énergie. Comme vous l'avez dit, les villes, c'est aussi le centre de la consommation d'énergie, d'électricité en particulier. Donc le fait d'impliquer les villes directement, évidemment, mais aussi les habitants des villes, permet de prendre conscience de qu'est-ce que la production et donc qu'est-ce qu'est ma consommation. Et de relier sa consommation à la production de manière à réduire aussi la consommation. C'est très important dans le milieu urbain de pouvoir encore plus lier la réduction de la consommation d'énergie avec l'implication avec du temps ou de son épargne dans des moyens de production d'énergie renouvelable. Donc on n'est pas forcément sur des gros projets, en tout cas sur la partie électricité en milieu urbain, mais par contre ça a des fins pédagogiques sur qu'est-ce que l'énergie, qu'est-ce qu'il y a derrière ma prise, qui est très important pour pouvoir enclencher un mouvement global de transition énergétique.
Donc finalement, ce n'est pas tant un impact énorme sur le mix énergétique français en tant que tel, mais plutôt à des fins de pédagogie et d'observation de ces énergies. Est-ce qu'on peut discuter un petit peu aussi de la réglementation aujourd'hui sur ce sujet? Peut-être Bertrand Spindler, faire un état des lieux de qu'est-ce que doivent faire les métropoles et les villes aujourd'hui? Alors, je vais raconter un peu ce qu'on fait, ce que fait la métropole de Grenoble, parce qu'on croit qu'en ville, on ne peut pas faire grand-chose, mais en fait, il y a beaucoup de ressources. Alors d'abord, on va partir du haut avec, bien sûr, les toitures solaires. Et là, on a mis dans la réglementation, donc le plan local d'urbanisme intercommunal, des obligations de mettre à partir d'une certaine surface, donc de mettre des capteurs solaires. Donc on a aussi des ombrières sur des parkings, donc on a aussi ces grandes surfaces comme ça qui peuvent être utilisées. Si on va au niveau un peu des habitants, on a tout ce qui est les déchets. Donc on a mis en place actuellement une 3e poubelle pour les déchets uniquement fermentescibles et qui vont aller, pour l'instant c'est au compostage, mais il va y avoir un méthaniseur et on va produire du biogaz à partir de ces déchets. On a aussi déjà une production de biogaz à partir des boues d'épuration qui sont prises par donc, le réseau d'assainissement. On a enfin sur les déchets qui vont à l'incinérateur, donc on a un réseau de chaleur très important sur la métropole de Grenoble, qui est le 2e après celui de la région parisienne. Et donc l'incinération de tous les déchets nous alimente notre réseau de chaleur. On a aussi la particularité de pouvoir récupérer de l'énergie auprès des industriels. Sur la métropole de Grenoble, on est une métropole très industrielle avec des industries chimiques où le réseau de chaleur arrive jusque chez eux et en période d'hiver, donc ils nous fournissent de la chaleur et en période d'été où l'incinérateur nous donne plus de chaleur qu'on en consomme, la chaleur est récupérée par l'industrie chimique. On a aussi une cimenterie qu'on va coupler au réseau de chaleur et puis aussi un centre de recherche universitaire qui produit des champs magnétiques à instance avec beaucoup de chaleur aussi à récupérer. Donc il y a des ressources comme ça qui peuvent être couplées à notre réseau de chaleur. Enfin, donc si on passe en dessous, donc on a aussi de la géothermie sur une partie du territoire de Grenoble, donc qui est très plat avec la nappe phréatique pas loin. Donc on a installé sur certaines opérations de logement donc de la récupération de chaleur sur la géothermie. Et puis, je citerai aussi la petite hydraulique. On a des torrents qui descendent des montagnes. Là, c'est un peu plus compliqué à installer parce qu'on a toujours des problèmes de propriété, de droit d'eau, etc. Mais en tout cas, il y a une multiple façon d'utiliser et de pouvoir développer les énergies renouvelables et de récupération en ville. Je citerai aussi dans la partie réglementation, donc le classement du réseau, ce qu'on appelle le classement du réseau de chaleur. Donc c'est l'obligation, là où le réseau de chaleur est déployé, obligation pour les nouveaux logements de se raccorder au réseau de chaleur. Alors on est en concurrence toujours avec le gaz et notamment quand le prix du gaz est bas, donc on est défavorisé. Par contre, quand le prix du gaz monte comme maintenant, donc du coup les gens reviennent vers le réseau de chaleur. Donc on a ces moyens aussi réglementaires d'agir. Bon, on peut aussi citer peut-être les réglementations qui s'imposent à nous, notamment pour les toitures solaires, avec tout ce qui est les architectes des bâtiments de France qui, dans certains secteurs, nous empêchent de faire des choses, alors que ça paraît quand même facile à installer des choses qui ne dénaturent pas un monument, des choses comme ça. On reviendra sur les différents obstacles que vous pouvez rencontrer, par exemple pour l'installation de panneaux solaires. Peut-être, Anna Hadib, vous avez un ou deux exemples de villes à l'international, en dehors de la France, où finalement, qui est assez ambitieuse sur ce sujet. Oui, je pense, vous l'avez bien décrit, parce qu'on voit que en fonction des ressources et des possibilités qu'il y a en fait dans les villes, on va avoir des implémentations et le développement des énergies renouvelables qui diffèrent. Ça dépend des ressources, ça dépend de la gouvernance qu'il y a. Après, on se rend compte que, je prends justement l'exemple sur les déchets, l'économie circulaire, par exemple, est quelque chose qui est beaucoup avancé. Je prends l'exemple de Malmö, en Suède. On se rend compte qu'il y a effectivement eu tout un développement de capacité de solaire en toiture, mais après le développement
de production de biogaz à partir de déchets pour justement l'utilisation en biométhane dans les transports publics. Et ce qui a été très intéressant, il y a eu justement une approche territoriale à ce niveau-là. Où Malmö a travaillé autant avec les industriels, mais également les territoires dans les alentours, pour augmenter en fait la capacité des déchets, mais aussi développer un projet économique dans la région. Et je pense que c'est là, ça indique déjà qu'il y a vraiment des opportunités très importantes d'ancrer en fait l'énergie renouvelable dans les villes, dans une approche territoriale. Un autre exemple que je trouve toujours très intéressant, parce que ça montre à quel point des villes peuvent aussi pousser justement les gouvernements nationaux d'augmenter les ambitions, c'est la situation en fait, de la ville de Cape Town en Afrique du Sud, qui pendant 3 ans ont vraiment développé une stratégie de décarbonisation très très poussée et arrivé en fait à une limitation parce qu'ils ne pouvaient pas décider où acheter leurs énergies renouvelables, ou l'électricité renouvelable. Et du coup, ils ont démarré des démarches juridiques contre le gouvernement national et ont réussi, et ça a amené une libéralisation du marché de l'électricité et la possibilité d'avoir des producteurs d'électricité verte indépendants. Du coup, on voit qu'il y a vraiment il y a des très beaux exemples par rapport à ça. Un autre exemple en Corée du Sud, par exemple, où les villes ont travaillé en réseau et sont vraiment, entre autres, à l'origine de l'objectif en fait, du gouvernement national de la Corée du Sud de décarboner complètement leur économie jusqu'à 2060. C'est-à-dire, elles ont travaillé en réseau pour développer quel projet en particulier ? D'une part, en mettant en place la ville de Séoul, par exemple, ils ont un projet très important sur des capacités solaires photovoltaïques en fait, dans les villes. Mais ils ont travaillé sur la mise en place en fait, de cadres réglementaires au niveau des villes, par exemple avec des obligations en toiture, des standards d'efficacité énergétique, et après en échangeant en fait, avec les autres municipalités et en montrant que les villes ont des objectifs et des ambitions à vraiment décarboner et que les gouvernements nationaux ont besoin d'entendre les villes qui ont un poids parce qu'au monde, elles sont responsables de quand même, elles produisent 80% du PIB, ce qui fait qu'il y a un poids économique très important des villes. Et elles ont mobilisé cette partie-là, mais également, c'est un vecteur important, les villes sont un vecteur important pour faire remonter la voix des citoyens, en disant les citoyens demandent également, pour des raisons de qualité d'air, par exemple, d'améliorer en fait les conditions de vie dans les villes, et les gouvernements nationaux ont aussi besoin de l'entendre. Justement, l'acceptation de ces énergies, c'est un débat qui agite vraiment le débat public. Vous parliez par exemple tout à l'heure du biogaz. En quoi l'acceptation par les habitants de ces villes est primordiale, Monsieur Ventrebert, par exemple ? Je pense qu'à Paris, le problème de l'acceptation, il est, je pense, psychologique. C'est-à-dire que les Parisiens ne se sentent pas vraiment concernés par le solaire parce qu'ils pensent que l'ensoleillement n'est pas suffisant, ce qui est vrai quand on le compare à celui de Perpignan. Mais cela dit, en Angleterre, on fait de l'énergie solaire et on est plus au nord que Paris. Donc je crois que ce qu'il faut, c'est montrer par l'exemple que c'est possible à Paris. Et en fait, la ville de Paris, qui on a un projet qui nous permet d'avoir à peu près 15 toitures solaires à Paris, est ce démonstrateur qui permet, comme le disait Justine tout à l'heure, une action pédagogique en disant c'est possible à Paris, ça existe. Et comme on le fait sur plusieurs de nos toitures, sur des établissements scolaires, en fait, on a des actions de sensibilisation qui immédiatement concernent les enfants qui sont là sous cette toiture solaire. On leur explique comment ça marche, on leur explique que c'est possible, on leur explique aussi l'importance de la sobriété pour réduire leur consommation, comprendre ce que c'est que la consommation par rapport à la production. Et donc, je crois que l'acceptation, elle va venir comme ça. Les nouvelles générations sont déjà tout à fait conscientes que c'est nécessaire. Pour réaliser les objectifs du plan climat à Paris, il faudrait multiplier par 100 la capacité solaire qu'on a développée aujourd'hui à Paris. Donc, je pense que cette acceptabilité, on la construit en ce moment. Donc finalement, plus qu'une acceptation passive, c'est une vraie implication des citoyens qu'on attend, Justine Palmel ?
Oui, tout à fait. Là, le cas d'Enercitif est un cas qu'on voit dans plusieurs villes de France aussi. C'est-à-dire que ce sont les habitants qui sont à l'initiative d'un projet qui se rassemblent autour de ce projet de production d'énergie renouvelable. Et donc, ça veut dire quoi derrière ? C'est mobiliser leur épargne quand ils ont de l'épargne disponible, c'est mobiliser du temps, se former, travailler avec les collectivités territoriales. Dans les énergies renouvelables urbaines, il est incontournable de travailler avec les municipalités. Encore plus, je dirais, que dans le milieu rural où, bon, parfois, c'est pas forcément le cas. Là, il y a vraiment un travail partenarial à construire. Soit ça vient de l'initiative, vient des habitants directement, soit ça vient des collectivités territoriales. Donc, on va au-delà de l'acceptabilité, montrer par l'exemple pour aussi montrer qu'il est possible qu'en tant qu'habitant, en tant que collectivité, je peux aussi être acteur des projets d'énergie renouvelable. Et en France en particulier, c'est quand même quelque chose qui reste nouveau. Donc ça se développe, mais il faut encore qu'on montre par l'exemple, parce que généralement les énergies renouvelables, c'est une affaire de techniciens et de gros sous, alors que c'est effectivement ça, mais c'est pas que ça. Et pour avoir aussi un développement des énergies renouvelables en phase avec le territoire, avec ses besoins, avec ses ressources, eh bien, il faut des personnes et des structures qui habitent le territoire et qui connaissent le territoire mieux que personne d'autre, en fin de compte. C'est vrai qu'on a du mal, par exemple, en tant que citoyen, à se dire comment je vais agir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, avec Enercitif, par exemple, comment ça se passe ? Vous fédérez plus de 300 personnes, comment elles sont venues vers vous, comment elles se sont organisées et qu'est-ce que vous leur fournissez ? Oui, il y a plusieurs moyens pour les citoyens de s'impliquer. Et je pense qu'il y a en fait une volonté croissante pour certains citoyens de le faire. La première, elle est financière. Vous pouvez acheter des parts de la coopérative Enercitif, donc c'est un modèle de société qui investit dans des projets, mais sous une forme coopérative, c'est-à-dire une personne, une voix. Et aujourd'hui, on a 300 personnes qui ont investi en moyenne 500 € pour donner du sens à leur épargne. Le deuxième moyen, c'est de donner du temps, et donc la réalisation des projets, c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage et l'exploitation des centrales, se fait par des bénévoles. Des bénévoles qui ont des compétences de toutes sortes, mais une fois qu'on les réunit, on arrive à faire des choses extraordinaires. Ces projets, c'est un peu technique, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Et quand la collectivité nous donne les moyens de le faire, je vous assure qu'on se débrouille pas mal. Donc, c'est le deuxième moyen, c'est son temps. Et le troisième moyen, qui est encore assez peu développé, c'est que les citoyens donnent leur toiture pour qu'on y installe des centrales solaires. C'est-à-dire là, donner du sens à sa toiture. Et là, il y a encore très peu de privés qui le font. Aujourd'hui, c'est la collectivité de la ville de Paris qui met à disposition des toitures du domaine public, des écoles, des collèges. Demain, il faudrait que ce soit des particuliers qui le fassent. Et notamment, je pense aux entreprises qui ont des sièges à Paris, qui pourraient décider relativement facilement de le faire. Et vous avez insisté sur l'importance de la collectivité. Évidemment, il y a d'autres conditions pour qu'un projet réussisse. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du rôle que vous avez en tant qu'élu sur ces questions-là, qui est une coopérative d'énergie citoyenne peut-être qui est venue vous voir, ou comment ça se passe sur votre territoire ? Alors sur la métropole de Grenoble, donc on a effectivement une coopérative citoyenne, donc ça s'appelle Énergie citoyenne. Donc la métropole l'a aidé au début à démarrer au point de vue juridique, et puis aussi une subvention pour justement l'aider à avoir des bons statuts, regarder bien comment il faut faire. Et ensuite, donc c'est donc c'est une société par action simplifiée, on appelle comme ça, qui est venue et qui a démarché des habitants et des communes, la mienne par exemple, et du coup, c'est comme ça qu'on a, nous, des panneaux solaires sur l'église de notre commune, qui est un bâtiment communal et qui a pu se faire. Alors l'intérêt aussi de ce montage, c'est que Énergie citoyenne, elle fait le clé en main pour les communes.
les communes, et notamment les petites communes, n'ont pas toujours l'ingénierie pour s'en occuper, etc. Alors que cette énergie citoyenne, donc avec ces bénévoles qui effectivement travaillent, mais finalement ils font tout clé en main pour les communes et elles n'ont qu'à donner le bâtiment et tout s'ensuit. Donc ça s'est propagé comme ça sur les différentes communes de la métropole, avec donc cette facilité finalement des citoyens qui à la fois effectivement peuvent mobiliser leur épargne, mais surtout le bénévolat. Alors, pourquoi le bénévolat? C'est aussi parce qu'ils sont sur un peu un créneau de petites toitures, petites surfaces, alors qu'on a des sociétés qui, elles, vont faire des plus grandes surfaces sur des parkings ou sur des grands bâtiments. Donc ça, c'est lié aussi au modèle économique et au tarif de rachat de l'électricité qui a varié dans le temps, et donc là, il faut s'adapter. Alors c'est sûr que le but, ce n'est pas une rentabilité financière très importante, même si elle existe un petit peu. Par contre, il y a le côté, effectivement, exemplarité et puis cohérence avec les choix qu'on a fait à la métropole d'avoir un schéma directeur sur l'énergie en se donnant des objectifs à 2030 pour augmenter la production d'énergie renouvelable, diminuer les consommations, etc. Donc tout ça, c'est un ensemble et on utilise les moyens donc, des citoyens qui se regroupent, mais aussi pour des projets plus grands, des sociétés qui, elles, sont bien installées. Finalement, il y a un rôle d'exemplarité, mais au niveau de la puissance que ça fournit, si on parle par exemple des toitures solaires, c'est quoi, c'est de quel ordre à peu près, par exemple, sur la métropole de Grenoble? Alors, j'ai pas le chiffre en tête, mais on a mis en place un outil donc, accessible à tout le monde sur Internet, où donc on a toutes les toitures de toute la métropole. On clique sur son toit et on a une évaluation de ce que ça peut produire en puissance. Et puis on a effectivement les ombres des bâtiments à côté. Donc ça permet voilà, de vraiment développer. Alors la métropole, pour ses propres bâtiments, elle a fini par aussi prendre la main elle-même pour que ça aille plus vite. Et pour notamment, on a le bâtiment du marché d'intérêt national qui regroupe tous les primeurs pour les marchés. Donc il y a un très grand bâtiment où la métropole va elle-même prendre la main pour installer les panneaux solaires. Vous vous appuyez sur ce genre d'outils, donc une cartographie des gisements. Est-ce que tous les territoires en disposent ou ça reste assez marginal aujourd'hui? À Paris, il y a une excellente identification de ce potentiel. Et l'APUR vient de publier un rapport qui est extrêmement prometteur, puisqu'il donne aussi des chiffres pour répondre à votre question. Il y a environ 500 projets solaires à Paris qui produisent environ 3 gigawattheures par an. Et l'APUR a fait un inventaire des toitures qui sont bien ensoleillées et des toitures qui sont aptes à recevoir des panneaux solaires facilement, notamment des toits terrasses. Et donc le potentiel identifié par l'APUR est énorme puisqu'il identifie à peu près 100 hectares de toitures aptes avec un bon ensoleillement et à plat pour poser facilement des panneaux. Vous pouvez nous rappeler rapidement, à Enercitif, vous avez combien de toitures pour les plus de 300 personnes que vous réunissez? Combien de projets? Nous, on est encore assez modeste, puisqu'on a 15 projets, mais ces 15 projets pourront produire, quand ils seront tous en service, pas loin de 1 gigawattheure. C'est donc à peu près 3500 mètres carrés de panneaux solaires qui sont installés sur, comme je disais, une quinzaine de bâtiments. Et Justine Pellemel, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle? Donc vous fédérez ces associations en France. Comment vous agissez au quotidien? Qu'est-ce que vous faites finalement à Énergie Partagée? Oui. Alors, nous, on a un maillage régional indispensable, c'est-à-dire qu'on est un réseau national, mais on va accompagner les groupes d'habitants, les collectivités territoriales, et ça, c'est possible par une proximité. Et donc, partout en France, sur toutes les régions, là, on couvre toutes les régions avec des animateurs régionaux qui vont organiser des formations, qui vont organiser des espaces d'échange entre des habitants, faire le lien entre des habitants et des collectivités territoriales.
Il y a, donc on va au-delà de montrer par l'exemple, il y a vraiment ce travail d'accompagnement, de formation, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on existe. Et donc les questions que des groupes de citoyens se posent à Paris, c'est en fait similaire à Toulouse. Donc autant aussi faire du lien et ne pas reproduire des choses qui ne se sont pas forcément bien faites, etc. Donc il y a un retour d'expérience qu'on organise, on mutualise tout ça pour faciliter l'accompagnement et que les projets aboutissent. Donc un gros travail de formation, de proximité. Et après, au niveau national, on a aussi un travail de plaidoyer pour faire évoluer la législation, la réglementation. Il y a des choses positives qui se passent, il y en a d'autres qui sont plus embêtantes pour le développement des projets d'énergie renouvelable. Et oui, voilà, globalement c'est ça. Et faire du lien entre les porteurs de projets, ça c'est très important. Et à l'international, comment ça se passe? Donc là, on voit qu'il y a ce modèle très intéressant de coopérative d'énergie citoyenne, des habitants des villes qui se réunissent pour faire émerger des projets ensemble. Est-ce que c'est des modèles qu'on retrouve dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a d'autres modes de gouvernance qui existent? Oui, effectivement, je pense qu'on retrouve ces modèles dans d'autres pays. On retrouve une variété de modèles très, très différentes. Parce que tout dépend, vous parliez du cadre réglementaire, et tout dépend du cadre réglementaire et de la gouvernance qu'il y a au sein de l'énergie, au sein des villes, déjà, la gouvernance des villes, la gouvernance des citoyens. Du coup, on va voir des variétés très importantes. Je prends l'exemple, et je vais revenir sur votre question, mais il me paraît important de dire qu'il y a la mobilisation des citoyens, elle peut avoir lieu de différentes manières. Et on se rend compte qu'effectivement, tout ce qui est énergie partagée, citoyenne, a une fonction très importante en termes de mobilisation et il y a un rôle de catalyseur pour l'acceptation. Après, on se rend aussi compte qu'il n'y a pas tous les citoyens qui ont envie de s'embarquer, disons, dans un projet coopératif, mais qu'il y a d'autres possibilités de quand même appuyer cette nouvelle gouvernance basée sur les énergies renouvelables. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a des projets qui vont juste faire appel à la capacité en fait, d'investissement des citoyens et la mise en place d'utilisation en fait, des toitures, etc. Et je prends l'exemple d'Hambourg où la ville et les citoyens sont allés aussi loin. Ils ont, d'une part, on voit une municipalisation en fait, ou le développement de coopératives énergétiques au sein des municipalités. Et à Hambourg, il y a eu un référendum. Ils sont allés aussi loin de municipaliser et de mettre en place une coopérative sur le réseau de distribution d'électricité. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui indique vraiment qu'on est aujourd'hui, que les énergies renouvelables, elles permettent d'imaginer une gouvernance énergétique complètement différente, qui n'est pas centralisée, mais qui est décentralisée et qui permet en fait de servir à de nombreux acteurs, et pas seulement, et d'ailleurs Madame Hidalgo l'a dit, servir certains individus ou certaines forces individuelles, disons. À ce niveau-là, on voit qu'il y a certains pays qui vont, et d'ailleurs au niveau de l'Union européenne, je crois que dans les appels à projets, aujourd'hui, il y a une part des appels à projets sur les ENR qui est prévue et réservée aujourd'hui sur des projets citoyens. Et cela est aussi important parce qu'il faut imaginer qu'on a aujourd'hui besoin de transformer notre système énergétique. On dépend toujours à 80% d'énergie fossile carbonée. Et on a besoin d'accélérer en fait ce changement, ce qui fait que les infrastructures, le paysage, il va changer. Et on se rend compte que l'appui citoyen et l'acceptabilité sociale, elle est très très importante. Du coup, vraiment ancrer l'énergie citoyenne au sein des cadres réglementaires nationaux et des stratégies nationales est important. Après, quand on regarde les pays en développement, on voit qu'on aura énormément de développement d'énergie coopérative pour l'accès à l'énergie, par exemple. Parce que les ENR ici représentent souvent en fait, la seule possibilité d'assurer un accès à l'électricité.
Et du coup, c'est ancré différemment. Les citoyens, à ce moment-là, ils ne vont pas forcément amener l'investissement, mais ils vont plutôt amener gérer en fait la gouvernance, la maintenance, mais aussi tout ce qui est installation, main-d'œuvre, planification. Et après, on se rend compte que justement, je crois que c'est aussi important, on parlait des données sur le potentiel. Et là, on voit qu'il y a des acteurs comme Google notamment qui vont très activement démarcher les municipalités au niveau global pour vraiment rendre l'énergie citoyenne une norme qui fait partie de la gouvernance énergétique, et aussi appuyer les municipalités qui ont aujourd'hui moins de moyens de développer la donnée pour permettre le développement de projets. Juste pour rebondir, en fait, il y a l'Union européenne qui a donné un cadre depuis 2 ans, dans le cadre du paquet énergie propre pour tous les Européens, qui reconnaît l'existence des communautés énergétiques. Et en fait, derrière, c'est la reconnaissance du rôle que doivent avoir les collectivités territoriales, les habitants et les entreprises locales dans le développement des services énergétiques, dont les énergies renouvelables. Donc, l'Union européenne inscrit dans le droit européen cette reconnaissance, et donc oblige les États membres, dont l'État français, à mettre en place et transposer ces directives. Donc c'est important, c'est une reconnaissance qui ne peut pas être que symbolique. Et le sujet n'est pas sur le potentiel, on l'a bien vu, il est sur les moyens qu'on donne, sur le cadre qu'on doit donner. Et je dirais, ça, c'est vraiment le cadre politique qui doit être incitateur pour faire en sorte que les acteurs du territoire qui sont prêts ou peuvent vraiment jouer un rôle dans le développement des énergies renouvelables sur leur territoire. Donc on a besoin d'un cadre réglementaire incitatif. Il y a eu cette reconnaissance juridique, mais est-ce qu'à l'inverse, il peut y avoir des obstacles, qu'ils soient réglementaires, politiques ou autres d'ailleurs, qui peuvent freiner le développement de ces énergies renouvelables en ville? Oui, je crois qu'il ne faut pas se le cacher. Il y a un obstacle économique. Il faut qu'il y ait un modèle économique en fait viable un peu partout. Aujourd'hui, si vous regardez les appels d'offres qui sont faits pour le solaire, ils sont gagnés en majorité par des projets qui sont au sud de la France et très très peu au nord. Je crois que Énergie Partagée avait fait un calcul qui montrait qu'il y avait un rapport, je crois, 19 entre les projets installés dans le quart sud et les projets installés dans le quart nord. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison que la France se développe en solaire uniquement à Perpignan et dans le sud de la France. Toute cette énergie qui est gratuite devrait être exploitée partout où elle se trouve, et ça pose donc la question essentielle que Énergie Partagée mène un plaidoyer pour ça, d'avoir un tarif d'achat qui est régionalisé. Il n'est pas normal finalement que les projets soient incités de la même façon à Perpignan et à Lille. On pourrait avoir un tarif d'achat qui dépend de l'ensoleillement, qui dépend de la rentabilité du projet finalement. Et ça, c'est très facile de mettre en place une sorte de coefficient de performance économique pour dire, voilà, à Paris, il faudrait tel tarif d'achat pour que ça fonctionne. Et ça serait un levier énorme pour faire décoller les projets dans une ville comme Paris. Donc ça, oui, on est encore hyper centralisé par rapport aux autres pays d'Europe où des fois on les regarde et on se dit ah ben eux ils peuvent faire des tas de choses dans les grandes villes, etc. parce qu'ils ont la maîtrise des outils. Nous on dépend ces tarifs nationaux, on dépend d'Enedis qui est le distributeur obligé, même s'il se trouve que sur la ville de Grenoble on a historiquement encore une société d'économie mixte qui distribue, mais qui peut aussi développer des projets d'énergie renouvelable un peu en dehors même de son territoire. Mais voilà, on a toute cette lourdeur jacobine historique et il faudrait qu'on puisse progressivement en sortir, justement pour libérer toutes ces initiatives que prennent les habitants, qui nous poussent à prendre, mais nous, on est toujours un peu corseté par cette réglementation nationale. Et puis, bon, Enedis, il faut aussi qu'ils puissent s'adapter avec des productions décentralisées, que leur réseau aussi puisse
répondre à ces productions décentralisées. Ça va aussi pour GRDF avec le biogaz qui va être développé à différents endroits. Donc voilà, je pense qu'il y a du progrès à faire et il faut que les citoyens avec leurs organisations poussent les élus au niveau local mais aussi au niveau national pour arriver à libérer toutes ces initiatives. Justement, donc il y a ce modèle centralisé qui est bien ancré traditionnellement en France. Vous avez une activité de plaidoyer. Comment vous agissez finalement pour que les choses changent ? Par le dialogue, par le dialogue ou l'interpellation médiatique. Là, il y a eu une évolution, un arrêté tarifaire sur le solaire qui est positif sur certains aspects et négatif sur d'autres. Le négatif, c'est le fait de ne plus pouvoir cumuler des aides d'État et des aides de collectivité avec le tarif d'achat. Et donc, ça met en péril tous les projets solaires de la moitié nord. Donc là, voilà, il y a eu une interpellation via une tribune dans le monde avec plus de 300 signataires, des collectivités territoriales, des coopératives citoyennes, voilà, Yannick Jadot aussi, voilà, des politiques, et c'est important parce qu'en fait, typiquement, là, via cet arrêté tarifaire, eh ben, c'est un coup d'arrêt à une dynamique qui existait et qui n'avait pas besoin d'être mise à mal comme ça, et en plus portée et supportée par les collectivités territoriales, les régions, les départements, etc., les communes. Donc voilà, une interpellation médiatique et puis le dialogue évidemment avec le ministère de la Transition écologique et solidaire. Voilà, c'est important de pouvoir travailler avec eux. On travaille avec eux depuis des années, à ce qu'ils comprennent aussi les spécificités d'un portage public et citoyen des énergies renouvelables, de savoir comment adapter la réglementation, la législation. Et puis, il y a un vrai travail de sensibilisation des parlementaires. On l'a vu depuis plusieurs lois, en tout cas depuis 2016. En fait, les députés ont besoin aussi d'être informés pour comprendre les tenants et les aboutissants, pour pouvoir bien légiférer. Et on l'a vu pour la loi de transition énergétique en 2016, qui a permis et qui donne la possibilité aux collectivités territoriales d'investir directement dans des sociétés de production. Donc, et on voit aussi que dans la loi 2019, il y a eu des législations qui font que ça met plutôt des bâtons dans les roues. Donc, il y a un vrai travail d'information, de sensibilisation des parlementaires sur le long terme pour pouvoir bien légiférer dans le bon sens du développement des énergies renouvelables. Et vous, Bertrand Spindler, en tant que conseiller métropolitain, est-ce que vous avez des leviers pour agir, pour accélérer un petit peu ce mouvement, y compris à l'échelle nationale, pour que ça puisse se faire sur votre territoire de la meilleure façon ? Alors les métropoles et les grandes villes, elles se regroupent au sein de France Urbaine, et je crois que France Urbaine est le co-organisateur de cet événement. Et donc c'est pour nous le levier d'intervention, puisqu'on a un accès facile au ministère et aux lieux où se prennent les décisions. Donc c'est par là qu'on peut, en se regroupant, et agir au niveau des ministères et puis aussi des fabrications de la loi. Donc il y a finalement encore pas mal de choses à faire malgré toutes les initiatives qui émergent. Malheureusement, on va déjà devoir conclure cette table ronde, mais merci beaucoup à vous quatre. Et la prochaine table ronde va commencer dans quelques instants et elle portera sur un sujet majeur, l'hydrogène bas carbone dans les villes. Merci.